Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lecture en Crous pour le dernier épisode de la nouvelle de Jack London, Le Mexicain. Le public prêta à peine attention à Rivera quand il monta sur le ring. Quelques maigres applaudissements très dispersés saluèrent son entrée. La salle ne croyait pas en lui. Il était tel un agneau sacrifié au poing du grand Danny. Les spectateurs étaient d'ailleurs fort déçus. Ils s'étaient attendus à une bataille acharnée entre Danny Ward et Billy Carter, et il leur fallait se contenter, à la place de ce dernier, d'un piètre débutant. Ils avaient manifesté en pariant à 2, et même à 3 contre 1 pour Danny. Et le cœur du public va là où est son argent. Le jeune Mexicain s'assit dans son coin et attendit. Les minutes s'écoulèrent. Danny le faisait languir. Alors c'était un vieux truc, mais il opérait toujours sur les jeunes boxeurs. La crainte les gagnait lorsqu'ils se voyaient assis de la sorte face à un public brutal et grossier qui commençait déjà à se noyer dans les nuages de tabac. Et pour une fois, la ruse échoua. Roberts avait dit juste. Rivera n'avait pas de point faible. Le garçon demeurait absolument impassible. L'atmosphère pessimiste qui régnait dans son propre coin ne produisait aucun effet sur lui. Ses seconds, des gringos, des étrangers ne comptaient pas. Ils ne possédaient ni sens de l'honneur, ni efficacité. De plus, ils étaient persuadés d'être dans le camp du perdant. « Prends bien garde à toi », lui souffla comme recommandation Arguetti dit l'araignée, son principal second. « Fais-le durer tant que tu pourras, ce sont les instructions de Kelly, compris ? Si tu te couches, la presse dira que c'était un match affligeant, et toute la boxe de Los Angeles en pâtira. » La perspective ne semblait guère encourageante. Mais Rivera n'y prêta pas attention. Il méprisait les combats à gages des gringos. Il s'était uniquement résigné à servir de sparring-partner aux autres boxeurs parce qu'il crevait de faim. Le fait qu'il soit admirablement bâti pour ce sport n'était pas entré en ligne de compte. Il lui répugnait de se battre pour l'argent. Mais au moins, il avait trouvé un moyen facile de se remplir les poches, donc d'aider la junte. D'ailleurs, il n'analysait pas ses propres sentiments. Seul un fait s'imposait à son esprit. Il devait gagner la partie. À ses yeux, il ne pouvait en être autrement. Car derrière lui, le poussant au combat, existaient des forces beaucoup plus profondes que ne pouvait l'imaginer cette salle comble. Danny Ward se battait pour de l'argent et pour des satisfactions personnelles, tandis que les raisons qui poussaient Rivera sur le ring enflammaient littéralement son esprit. Assis seul dans son coin, dans l'attente de son perfide adversaire, les yeux grands ouverts sur la foule houleuse, il revoyait certaines scènes aussi distinctement qu'à l'époque où il les avait vécues. Il revoyait les murs blancs des usines hydrauliques de Rio Blanco, les 6000 ouvriers maigres et affamés, hommes et femmes, et les petits-enfants de 7 à 8 ans, qui peinaient à la tâche pendant de longues journées, pour seulement 10 cents par jour. Il revoyait ces cadavres ambulants, les têtes spectrales et squelettiques des hommes qui trimaient dans les ateliers de teinture, ces trous à suicide, comme les appelait son père, où la mort vous terrassait au bout d'1 an. Il revoyait le patio de leur maison, où sa mère vaquait aux soins de la cuisine et aux grossières tâches ménagères. Elle trouvait malgré tout le temps, dans cet esclavage, de lui prodiguer de l'affection et des caresses. Il revoyait aussi son père, grand gaillard, aux fortes moustaches et à la large poitrine. La bonté même qui, aimant tous ses semblables, avait encore assez de place dans son cœur pour adorer sa femme et son enfant, ce petit muchachos qui jouait dans un coin de la cour. À cette époque, il ne s'appelait pas encore Felipe Rivera, mais Fernandez, comme son père et sa mère. Et Juan était son prénom. Plus tard, il avait de lui-même abandonné ce nom, après avoir découvert qu'il était haï des préfets de police, des jefes politicos et des rurales. Ah, Joaquim Fernandez, ce grand homme de cœur, il occupait une large place dans les visions de Rivera. Il se le représentait en train de ranger ses caractères en plomb dans la petite imprimerie, ou griffonnant des lignes hâtives, nerveuses, sur le vieux pupitre patiné par l'usage. Et il se remémorait ces étranges soirées où des ouvriers s'en venaient la nuit, furtivement, avec des airs de malfaiteurs, pour trouver son père et s'entretenir avec lui pendant de longues heures, tandis que lui, le muchachos, était censé dormir dans son coin. Tout à ses pensées, Rivera entendit la voix lointaine de Arguetti l'araignée qui lui disait « S'agit pas de dormir sur le tapis, encaisse et gagne ton fric ». 10 minutes s'étaient écoulées.
Rivera se tenait assis dans son coin et Danny ne paraissait toujours pas. Il exploitait évidemment la ruse jusqu'à la corde. D'autres visions lui revenaient en mémoire. Il se souvenait de la grève, ou plutôt du licenciement en masse des travailleurs de Rio Blanco, parce qu'ils s'étaient solidarisés avec leurs frères grévistes de Puebla. Et puis de la faim qui les tenaillait, de ces expéditions dans la montagne à la recherche de fruits sauvages, de racines ou d'herbes que tous ces pauvres bougres dévoraient et qui leur causaient d'affreux maux d'estomac. Et après cela, le cauchemar. La place nue devant l'entrepôt de la compagnie, les milliers d'ouvriers affamés, le général Rosalino Martinez et les soldats de Porfirio Diaz, les fusils crachant la mort, noyant dans le sang les revendications des travailleurs. Le sang, toujours le sang. Cette nuit-là, il ne l'oubliera jamais. Le 8 janvier 1907, 800 grévistes de la filature de Rio Blanco, État de Veracruz, sont massacrés par les troupes commandées par le général Rosalino Martinez. Rivera repensait aux charrettes sur lesquelles étaient empilés les cadavres de victimes, qu'on faisait partir à la hâte à Veracruz pour les jeter aux requins de la baie. Il se revoyait rampant sur ces amoncellements funèbres, cherchant et finissant par trouver, nus et mutilés, son père et sa mère. Il se rappelait surtout de sa mère, dont le visage dépassait sous le poids des dizaines de cadavres qui écrasaient son pauvre corps. Les fusils des soldats de Porfirio Diaz s'étaient remis à cracher. Il s'était jeté par terre et s'était enfui, aussi vite qu'un coyote pourchassé dans les collines. À ses oreilles parvint alors une immense clameur, et il vit Danny Ward à la tête d'une escorte d'entraîneurs et de seconds. Il descendait vers le centre. La salle en délire acclamait son héros dont la victoire était certaine. Tous étaient pour lui, tous l'acclamaient. Cet enthousiasme gagna même les seconds de Rivera qui retrouvèrent un semblant de vitalité lorsque Danny plongea entre les cordes et monta sur le ring. Le sourire s'étalait sur tous ses traits, jusqu'au plus profond de ses yeux. Jamais plus jovial lutteur n'était monté sur les planches. Son visage rayonnait de bonne humeur, de franche camaraderie. Il connaissait tout le monde, il plaisantait, saluait et interpellait ses amis à travers les cordes. Ceux qui se trouvaient plus loin, incapables de contenir leur admiration, criaient à en perdre voix. « Danny, 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 oh, Danny !» Cette ovation délirante dura 5 bonnes minutes. Plus personne ne prêtait attention à Rivera. Pour le public, seul Danny comptait, l'autre n'existait pas. La face bouffie de Haggerty, l'araignée, se pencha vers l'oreille de Rivera. « T'as pas intérêt à avoir peur, je te préviens, et souviens-toi de mes instructions. Faut que tu tiennes et que ça dure, ok ? Il n'est pas question d'aller au tapis. Si tu te couches, on te mettra une raclée dans les vestiaires. Tu te bats, dans les règles, c'est tout ce qu'on te demande. » La salle se mit à applaudir. Danny traversa le tapis et s'avança vers son rival. Il s'inclina, saisit la main droite de Rivera dans les siennes et la secoua avec une chaleureuse cordialité. Son visage souriant était tout près de celui de Rivera. Le public cria de joie dans cette manifestation d'esprit sportif. Danny traitait son adversaire avec fraternité. Ses lèvres muèrent et les spectateurs, interprétant les mots qu'on n'entendait pas comme des paroles d'encouragement, hurlèrent de plus belle. Seul Rivera comprit ce que dit celui-ci à voix basse. « Écoute-moi bien, espèce de petit rat mexicain, je vais te refaire le portrait, moi. » Rivera ne broncha pas. Il ne se leva même pas, mais il le regarda avec une haine intense. « Lève-toi, chien !» lui hurla un homme du fond des gradins. La foule se mit à le siffler et à le huer pour son attitude antisportive, mais il demeura assis, impassible. Un nouveau tonnerre d'applaudissements fêta Danny quand il repartit dans son coin. Lorsque le champion se dévêtit, il fut salué par des cris d'admiration. Son corps était parfait, plein de vie, de souplesse, de santé et de force. Sa peau était blanche et douce comme celle d'une femme. Il symbolisait la grâce et la puissance. Il l'avait prouvé en maints combats, et ses photographies occupaient les pages des magazines sportifs. Un grognement de déception s'éleva lorsque Haggerty l'araignée retira la tenue de Rivera. Son corps sombre paraissait plus fin. Il avait de bons muscles, mais moins visibles que ceux de son rival. Les spectateurs ne firent pas attention à la profondeur de sa poitrine. Ils ne soupçonnèrent pas non plus la dureté de sa peau, l'explosivité de ses muscles, le degré d'affinement des nerfs. Ils ne comprirent rien
à cette splendide machine de combat. La salle vit seulement un garçon de 18 ans, à la peau brune, à l'allure de gamin. Il en allait tout autrement de Danny. Il avait 24 ans, c'était un homme, un vrai. Le contraste fut encore plus saisissant quand les deux adversaires se rendirent au centre du ring pour écouter les dernières recommandations de l'arbitre. Rivera aperçut Roberts, assis au second rang, juste derrière les journalistes. Il était encore plus sous qu'à l'habitude. Péniblement, il lui dit « T'inquiète pas, Rivera, il ne va pas te tuer, retiens ça. Il va te rentrer dedans dès le début. Il va attaquer à fond, mais ne te laisse pas faire. Protège-toi, bloque les coups, saisis-le, réduis la distance, et tu ne seras pas blessé. Fais comme à l'entraînement. » Rivera fit comme s'il n'avait rien entendu. Un vrai démon, il ne répond même pas, fit Robert à son voisin. Il a toujours été comme ça. Rivera, l'esprit ailleurs, n'avait même plus son habituel regard fermé. Dans ses yeux brillaient des fusils, d'innombrables fusils, aussi loin que sa vue pouvait porter jusqu'au siège à $1 tout là-haut. Pour lui, chaque visage se transformait en fusil. Il revoyait la longue frontière mexicaine, aride et desséchée, où se pressaient des hordes d'éguenillés qui attendaient des armes pour passer à l'action. Le gong retentit. La bataille commençait. La salle hurlait de joie. Jamais on n'avait vu de combat dont l'issue était aussi évidente. Les journaux avaient raison, c'était un match plein de rage, deux haines personnelles s'affrontaient. Au premier coup de gong, Danny avait franchi d'un bond les 3/4 de la distance qui le séparait de Rivera. Il entendait ne faire qu'une bouchée du petit Mexicain. Il le martela de coups, ses poings s'abattaient comme des fléaux. Rivera était submergé. Ward le dominait complètement dans le corps à corps, l'acculait contre les cordes dès que l'arbitre les séparait. Ce n'était pas un combat, c'est une tuerie, un massacre. Danny montrait tout son talent, se livrait à une splendide démonstration. On finissait même par oublier Rivera. 1 minute s'écoula, puis 2. Lors d'un break, le public aperçut alors le Mexicain. Sa lèvre était fendue et son nez saignait. Comme il se tournait en chancelant, on vit son dos, tout zébré, des marques rouges que le contact brutal de son corps avec les cordes avait imprimées dans la chair. Mais les spectateurs ne remarquèrent pas que sa poitrine ne haletait point et que son regard restait dur, froid, déterminé. Trop d'aspirants champions avaient pratiqué sur lui, dans ces cruels camps d'entraînement, des assauts de tueurs d'hommes pour qu'il s'en effrayât. Il avait appris à s'en sortir vivant. Pour un salaire variant d'un $1/2 le combat à $15 par semaine, il avait été à rude école, elle l'avait endurci. Soudain, l'incroyable se produisit. L'avalanche de coups que l'œil pouvait à peine discerner cessa brusquement. Rivera était debout, seul. Danny, le redoutable Danny, gisait sur le dos, tremblant, convulsivement, tout en s'efforçant de reprendre conscience. Il ne s'était pas affaissé, il n'avait pas glissé. Un crochet du droit de Rivera l'avait atteint en plein élan et balayé net. L'arbitre poussa d'une main le Mexicain penché sur le champion déchu et compta les secondes. Habituellement, les amateurs de boxe saluent par des acclamations le coup net et franc qui envoie son homme à terre. Or, ici, personne n'applaudit. La chose était imprévisible. Au milieu de l'intense silence s'éleva pourtant la voix enthousiaste de Robert. « Je vous ai bien dit qu'il fallait le prendre au sérieux, mon petit gars. » Le décompte commença. À la 5e seconde, Danny roula sur lui-même. À la 7e, il se remit sur les genoux, prêt à se relever. Si à la 10e seconde, il demeurait toujours à terre, il serait considéré comme vaincu. Dès l'instant où le genou quitterait le plancher, Rivera aurait à nouveau le droit de le frapper. Or, Rivera avait bien l'intention de ne pas manquer l'occasion qui s'offrait à lui. Il tourna autour de sa victime, épiant chacun de ses mouvements, mais l'arbitre tournait lui aussi entre deux, et Rivera constata qu'il comptait les secondes avec une excessive lenteur. Décidément, tous les gringos se liguaient contre lui. À la 9e seconde, l'arbitre écarta Rivera d'une brusque poussée. Ce geste déloyal permit à Danny de se relever indemne, le sourire aux lèvres. Replié sur lui-même, protégeant d'une garde rapprochée sa tête et sa poitrine, il força habilement Rivera au corps à corps. L'arbitre aurait dû intervenir pour les séparer, mais il n'en fit rien. Il laissa Danny s'accrocher à son adversaire et reprendre peu à peu ses forces.
La dernière minute du round était presque écoulée, et s'il pouvait tenir jusqu'à la fin, une pleine minute de repos lui suffirait pour se remettre d'aplomb. Or, bien qu'à un moment donné il semblât au bout du rouleau, il tint, et ce fut avec un nouveau sourire qu'il regagna son tabouret. « Le sourire à toute épreuve !» cria quelqu'un dans l'assemblée, et tout le public se mit à rire bruyamment. « Ce chien m'a donné un coup terrible !» confia Danny, tout essoufflé à ses soigneurs. La seconde et la troisième reprise se déroulèrent dans le calme. Danny, en vieil habitué des rings, se contenta de parer, de bloquer les coups, de faire du corps à corps afin de se remettre des assauts brutaux du premier round. Au quatrième round, il avait repris pleine possession de ses moyens. Son excellente constitution lui avait permis de retrouver toute sa vigueur, mais il renonça à tenter de vaincre son homme frontalement. Il changea de tactique. Le Mexicain s'était montré aussi féroce qu'un tartare. Il mit donc en jeu toutes ses qualités de technicien. Il procéda rationnellement. Il fallait épuiser les forces de son rival. Il entama un martèlement systématique. Il plaça 3 coups pour 1. C'étaient des coups sans grand danger, mais dont la somme totale affaiblirait fortement Rivera. Pour se défendre, celui-ci pouvait compter sur son direct du gauche déconcertant, aux grandes dames de la bouche et du nez de Ward, où s'accumulaient les dégâts. Mais Danny était talentueux. Il pouvait changer de garde à tout moment. Il excellait au corps à corps. Cette tactique lui permettait d'éviter les directs de l'autre. Là était tout à son affaire, et plus d'une fois, il souleva le délire de la foule, notamment lorsqu'il asséna au Mexicain un uppercut qui le projeta en l'air et l'envoya au tapis. Rivera, à son tour, se reposa sur un genou, profitant jusqu'au bout du délai de 10 secondes que l'arbitre, il ne l'ignorait point, écourtait dans son cas. Au 7e round, Danny plaça une nouvelle fois son diabolique uppercut. Il ne réussit d'abord qu'à ébranler Rivera, mais l'instant d'après, il le frappa d'un direct du droit qui le sonna et l'envoya hors des cordes, sur les journalistes. Ils le hissèrent au bord du ring. Rivera demeurait là, reposant sur un genou, tandis que l'arbitre égrenait rapidement les secondes. La salle ravie hurlait « Tue-le, Danny, tue-le » On aurait dit une bande de loups assoiffés de sang. Danny fit de son mieux pour satisfaire la salle, mais Rivera, au compte de 8, sans attendre la 9e seconde, jaillit à l'improviste et se réfugia dans le corps à corps. L'arbitre s'empressa de l'en arracher pour l'exposer au coup de Danny, auquel il donnait tous ses avantages. Mais Rivera ne se laissa pas abattre. Son étourdissement se dissipait. Le comportement déloyal de l'arbitre, les cris des gringos haïs, tout cela lui semblait naturel. Il n'y avait aucune justice à attendre d'eux. Ses visions le reprirent. Elles passaient comme des éclairs. Il voyait de longues voies ferrées dont les rails étincelaient dans les déserts. Il voyait des policiers américains, des prisons, des vagabonds rôdant autour des réservoirs d'eau. Il repensait à sa douloureuse odyssée, celle qui avait suivi sa fuite après le massacre de Rio Blanco. Et puis, resplendissante et glorieuse, il entrevoyait la grande révolution rouge. Elle balayerait toute l'étendue de son pays. Les fusils étaient tous là. Toutes ces têtes honnies étaient des fusils. C'était pour ses armes qu'il se battait. Il était lui-même une arme. Il était la révolution. Il personnifiait le Mexique. La salle montrait une fureur croissante contre Rivera. Pourquoi s'acharnait-il? Car battu il serait, cela allait de soi. Pourquoi s'obstinait-il ainsi? Bien peu s'intéressaient à lui en dehors du pourcentage habituel des joueurs professionnels qui misent sur le coup de chance. Tout persuadés qu'ils étaient de la victoire de Danny, ils avaient néanmoins misé sur le Mexicain, à 4 contre 10 et à 1 contre 3. On avait joué d'assez fortes sommes sur la résistance de Rivera. D'importants paris avaient été engagés qu'il ne tiendrait pas 7 rounds, ni même 6. Cependant, Rivera refusait de se laisser battre. Pendant toute la 8e reprise, son adversaire tenta vainement de placer son uppercut. Au 9e round, Rivera stupéfia encore la salle. Avec souplesse et rapidité, il esquiva l'uppercut et asséna un crochet au foie. Danny alla au tapis pour ne se relever qu'à la dernière seconde. Le public n'en revenait pas. Son idole était prise à son propre piège. Au 10e round, par 2 fois, Rivera plaça un uppercut du droit qui vint s'écraser sur le menton de son rival. Danny réprimait difficilement sa fureur. Il n'abandonna pas pour autant son sourire, mais il en revint à sa tactique de ruée furibonde, sans grand effet.
Après avoir résisté à cet ouragan déchaîné, Rivera envoya 3 fois de suite son adversaire au tapis. À présent, Danny ne se remettait plus si vite, et au 11e round, il était en piteux état. De cette reprise jusqu'à la 14e, l'art qu'il déploya fut le plus beau de sa carrière. Il parait, bloquait, se dérobait, ménageant ses forces, s'attachant à reprendre son souffle. En outre, il tirait parti de tous les artifices, légitimes ou non, que connaissaient les vétérans de la boxe, soit en cognant de la tête, comme accidentellement, dans l'estomac de son rival, soit encore en bâillonnant de son propre gant la bouche du Mexicain, pour lui couper la respiration. Souvent, dans les accrochages, entre les lèvres fendues et souriantes, il glissait dans l'oreille de Rivera les plus basses insultes. Ayant trouvé un maître en ce surprenant petit boxeur inconnu, il entendait jouer son va-tout sur un seul coup de poing. Il s'offrait au cou de son rival, feintait, l'attirait, cherchant le point faible, guettant l'ouverture, celle qui lui permettrait de placer le coup décisif avec tout son poids et qui ferait tourner en faveur l'issue du combat. Il fallait viser le plexus solaire d'abord, puis la mâchoire. Danny pouvait décrocher ce coup-là, c'était un puncher et il avait encore un peu de réserve. À chaque minute de repos, les soigneurs de Rivera s'affairaient mollement. Leurs serviettes s'agitaient pour la forme, sans chasser beaucoup d'air dans les poumons du boxeur. Aguerty l'araignée lui prodiguait des conseils, mais Rivera n'était pas dupe, c'était de mauvais conseils. Ils étaient tous contre lui. Il était entouré de traîtres. Au 14e round, il abattit de nouveau Danny et resta debout, immobile, les bras ballants, pendant que l'arbitre comptait les secondes. Dans le coin opposé, il entendit des chuchotements suspects. Il vit Michael Kelly se diriger vers Roberts et lui murmurer quelque chose, quelques mots à l'oreille. Avec son ouïe de félin, Rivera saisit des bribes de leur conversation, mais il désirait en entendre davantage, et lorsque son adversaire se releva, il fit en sorte de l'amener dans les cordes au plus près du promoteur. Et il le faut. Il faut absolument que Danny gagne, sinon je perds une fortune. J'ai parié des grosses sommes, mon propre argent. S'il dure jusqu'au 15e round, je suis fichu. Le gosse t'écoutera, toi. Parle-lui. À partir de cet instant, Rivera n'eut plus aucune vision. Il avait repris le sens des réalités. On essayait de le tromper. Il descendit Danny une nouvelle fois et resta debout, les bras le long du corps. Robert se releva. Son camp est bon, lui cria-t-il. Retourne dans ton coin. Il parlait avec le même ton autoritaire que celui qu'il employait à la salle d'entraînement. Rivera lui décocha un regard chargé de haine et attendit que Danny se relevât. Le gong retentit. Il regagna sa place. Kelly, l'organisateur, vint le trouver pour tenter de lui faire entendre raison. Arrête tout de suite ce jeu-là, hein, Rivera. Pas question que tu gagnes. Pas aujourd'hui. Laisse Danny te battre et tu le vaincras la prochaine fois. Fais-moi confiance et ton avenir est assuré. Les yeux de Rivera montrèrent qu'il avait entendu. Mais il ne marqua ni son accord, ni sa désapprobation. « Pourquoi tu ne réponds pas ?» demanda Kelly, que ce silence irritait. « De toute façon, tu as perdu d'avance, réenchérit Aguerty. L'arbitre ne te laissera pas gagner. Écoute ce que te dit Kelly, et couche-toi. Laisse-le gagner, fiston, je t'en supplie, et je t'aiderai pour le championnat. » Au coup de gong, Rivera eut l'impression qu'un complot se tramait contre lui. La salle n'y était pour rien. Tout se passait sur le ring, ou juste à côté. Danny semblait avoir retrouvé son assurance du début. La confiance avec laquelle il s'avançait effraya Rivera. On lui préparait sûrement un mauvais coup. Danny s'élança pour attaquer, mais Rivera refusa la rencontre. Il esquiva l'attaque en faisant un pas à droite. L'autre recherchait visiblement le corps à corps. Cela devait être nécessaire pour leur coup monté. Rivera recula en tournant tout autour du ring, mais il savait que tôt ou tard le choc se produirait. En désespoir de cause, il résolut d'en avoir le cœur net. Il feignit d'accepter le corps à corps lorsque Danny revint à la charge, puis au dernier instant, au moment précis où leur corps allait se confondre, d'un mouvement rapide et souple, il se déroba. Aussitôt un cri de protestation. « Coup interdit !» s'éleva dans le coin de Danny. Rivera les avait joués. L'arbitre ne savait que faire. La décision qui tremblait sur ses lèvres ne put être articulée, car des gradins, du fond, la voix gouailleuse d'un gamin jeta « Ah, c'était trop gros votre truc !» Danny se mit alors à injurier et à provoquer ouvertement Rivera, qui s'échappait en sautillant. Celui-ci avait pris le parti de ne plus frapper au corps.
c'était compromettre la moitié de ses chances de victoire, car il savait qu'il ne gagnerait la partie qu'en réservant toutes les forces qui lui restaient pour un coup à distance en pleine tête. Ses ennemis épiaient la moindre occasion pour le disqualifier. Danny, dès lors, en oublia toute précaution. Pendant 2 rounds, il poursuivit et assaillit de coups le petit Mexicain qui n'osait pas l'affronter de près. Rivera encaissa stoïquement. Pendant ce suprême effort de Danny, tout le public debout délirait de joie. Il ne comprenait pas, il voyait seulement son favori gagner la partie. « Pourquoi tu ne te bats pas ?» hurlaient de voix furieuses à l'adresse du Mexicain. « Poltron, quoi? Vas-y, Danny, allez, finis-le, tu le tiens cette fois !» Dans la salle survoltée, Rivera était le seul à garder son sang-froid. De tempérament, il était bien plus passionné et plus sanguin que tous ces gens-là. Mais il avait enduré tant de souffrances dans la vie que cette fureur collective de 10 000 gorges se relayant pour lui cracher leur haine ne lui faisait aucun effet. Le triomphe de Danny dura jusqu'à la 17e reprise. Après un coup lourd, Rivera parut s'affaisser et chanceler. Ses mains s'abattirent, impuissantes, tandis qu'il reculait en titubant. Sa garde se relâcha. Danny crut tenir son homme et s'élança. Mais ce n'était qu'une feinte, et le Mexicain lui décrocha un magnifique direct en pleine bouche qui l'abattit au vol. Danny se releva, et 3 fois de suite Rivera renouvela l'opération. Nul arbitre ne pouvait le disqualifier pour ses coups. « Oh, oh, Bill, fais quelque chose !» implora Kelly. « Je ne peux pas, répondit l'arbitre. Il ne m'en donne pas l'occasion. » Tout démoli qu'il était, Danny, héroïquement, continua à se relever et à revenir à la charge. Autour du ring, Kelly et les autres appelèrent la police pour mettre fin au massacre, mais les soigneurs de Danny refusaient de jeter l'éponge. Rivera aperçut un gros capitaine de police qui essayait péniblement de se hisser entre les cordes. Quel nouveau tour allait-on lui jouer? Savait-on jamais avec ces gringos? Ils avaient tant de manières de tricher. Danny tenait à peine debout. Il vacillait devant lui, groggy. L'arbitre et le capitaine allaient tous deux poser la main sur Rivera lorsqu'il asséna le dernier coup. Ils n'eurent pas besoin d'arrêter le combat car, cette fois, Danny ne se releva pas. « Comptez !» hurla Rivera à l'arbitre, la voix éraillée. Quand celui-ci eut fini le décompte du temps, les soigneurs de Danny vinrent le ramasser et l'emportèrent dans son coin. « Qui a gagné ?» demanda Rivera. À contre-cœur, l'arbitre saisit la main gantée du Mexicain et la leva en l'air en signe de victoire. Personne n'acclama ni ne félicita le vainqueur. Il regagna son coin, mais il n'était pas attendu. Ses seconds n'avaient pas encore remis le tabouret. Il appuya contre les cordes, la tête rejetée en arrière, et promena ses yeux sur cette foule de 10 000 gringos qui l'engloba tous dans un même regard de haine. Ses genoux tremblaient, il était épuisé. Tous ces visages haïs lui donnaient vertige et nausée. Puis il se souvint que cette masse représentait les fusils, et les fusils étaient à lui. La révolution pouvait commencer. C'était le dernier épisode du Mexicain, nouvelle de Jack London. À bientôt pour la lecture d'une prochaine nouvelle. Préservez-vous.